Bienvenue sur la chaîne Les Jours d'avant. Ici, on remémore la France telle qu'elle était, chaleureuse, parfumée, authentique. Vous rappelez-vous du goût de l'été quand un verre de Lillet trônait sur la table et quand papa débouchait une bouteille de Ricard? Aujourd'hui, nous allons ouvrir le placard des souvenirs. 18 boissons qui réchauffaient le corps et l'âme. Combien en avez-vous goûté? Dans les anciens buffets, parmi les services et carafes en verre, chaque famille possédait presque toujours une bouteille de Lillet blanc. C'était comme l'été en verre, ambré, léger, aux notes d'agrumes, de vanille et de fleurs blanches. Mais surtout, c'était quotidien, pas pour les grandes occasions, mais pour les discussions au ralenti. Pour ces après-midi paresseux, quand après le repas on s'asseyait et on écoutait les secondes défiler, doucement, comme dans les années 70. En Provence, on le buvait avec des glaçons et une tranche d'orange. À Bordeaux, avec du citron. À Paris, simplement, sur la terrasse estivale, regardant le boulevard défiler. Il était féminin, léger et quelque peu rêveur. Lillet ne criait pas, il murmurait, et ce murmure était la voix d'une enfance douce. Qui se souvient de maman versant dans un grand verre ce liquide doré, doucement, comme si elle versait le soleil? Ou de grand-mère racontant que Lillet était déjà chez eux avant-guerre, plus fort, plus sucré. Les enfants comprenaient bien. Ce breuvage n'était pas pour eux. Et c'est justement ça qui le rendait magique comme un parfum, un foulard de soie, un magazine où toutes les femmes affichent un sourire d'étoile. Au fil du temps, Lillet n'a pas disparu. Il est toujours produit à Podensac, dans la même distillerie. Mais quelque chose s'est modifié, pas le goût, mais l'atmosphère. Nous ne prenons plus le temps de nous asseoir le soir sans raison. Nous ne buvons plus aussi lentement, nous ne parlons plus longtemps. Et pourtant, Lillet est toujours là. Et chaque gorgée ramène ce souvenir, cette phrase de maman, « Assieds-toi un instant ». Et vous? Vous souvenez-vous de ce goût un peu sucré, un peu amer, toujours chaleureux? Peut-être l'avez-vous goûté, enfant, en écoutant les conversations d'adultes? Si Lillet incarnait légèreté et finesse, Ricard représentait la voix paternelle, l'odeur du voyage et le bruit des glaçons dans un verre taillé. Ricard sentait l'anis, le soleil et les cartes étalées sur la terrasse. Il se dégustait selon un certain rituel. D'abord une dose de pastilles, puis de l'eau froide, et ensuite une longue gorgée solennelle. Ce breuvage accompagnait les repas, les discussions sur l'actualité, et un tranquille à la vôtre résonnait avec le murmure de la rue. Ricard était aussi un symbole de maturité. Les garçons, observant leur père verser le liquide, écoutaient le craquement de la glace et voyaient son visage s'adoucir. Et nous, enfants, on comprenait qu'on pouvait tout faire. Rigoler, courir. Il les regardait et souriait. C'était un instant de bonheur. Ricard était plus qu'une boisson. Il était un rituel masculin, chaleureux, presque philosophique. Il se buvait dans les bistrots, les clubs de pêcheurs, les jardins sous les figuiers. Il incarnait l'image de l'homme parfumé à la lavande, au tabac, aux pastilles, et ses santés résonnaient sincères. Aujourd'hui encore, Ricard tient bon. Il n'est pas une mode. Il reste vraiment celui qu'il était, fidèle à lui-même, à ses bruits de glaçons, à ses verres souriants. Il nous permet de stopper le temps, de nous souvenir, de simplement être. Et vous, l'avez-vous goûté au coucher du soleil, les pieds dans l'eau? Ceux nés avant les années 80 se rappellent sûrement. Chez grand-mère, dans la vaisselier, trônait toujours une bouteille sombre, lourde, étiquetée « bière ». Elle paraissait mystérieuse, massive, dense, avec une senteur de raisin et de cannelle. Les jeunes n'en buvaient pas. C'était pour les grands, et avec parcimonie. Bière s'appelait tonique pour l'appétit ou pour la fatigue.
Il ne célébrait pas, il accompagnait l'ordinaire. Son goût était amer sucré, comme la vie elle-même. Certains disaient qu'il évoquait le Porto, ou bien le dimanche, calme, lent, avec une odeur de poussière et de fleurs sur la table. Après le repas, quand les enfants débarrassaient le dessert, les adultes versaient un petit verre, chacun à sa façon, et disaient « c'était plus simple avant ». Ce breuvage stoppait tout, il ralentissait les battements du monde. Aujourd'hui, Beer existe encore, mais différemment. Il a disparu des buffets, des rituels. Il ne vit plus dans les échanges familiaux. Il n'en reste que des images. La table, le buffet en bois, la carafe, et dans la mémoire, une gorgée dense, sirupeuse, offerte tout doucement. L'avez-vous bu chez vous? Vous souvenez-vous de ce goût? Ni flamboyant, ni épuré, juste doux et chaleureux. Dubonnet, c'était la boisson de grand-mère. Élégante, en chemisier, avec ses boucles d'oreilles et sa mise en pli impeccable. La bouteille trônait sur une étagère, près des serviettes brodées, du gâteau de Savoie et des revues mode travaux. Dubonnet ne se montrait pas. Il était là comme une nappe bien repassée, comme un vieux châle, comme une mélodie qui sortait d'une radio dans la cuisine. C'était un vin rouge fortifié, infusé d'écorce d'agrumes et de quinine, son goût doux amer, avec une note de cannelle. Il était l'allié des confidences, des après-midi entre amis ou des moments où il fallait simplement se poser. Il ne faisait pas la fête, il écoutait. Mamie en versait un fond dans un verre fin, toujours au tiers, jamais plus. Et elle levait les yeux, soupirait et disait quelque chose comme « Il va pleuvoir, tiens ». Et on savait, l'histoire allait commencer. Un voyage à Lyon, la demande en mariage, une chanson d'Édith Piaf sur un vieux tourne-disque. Chaque gorgée, c'était un souvenir. Aujourd'hui, Dubonnet revient timidement. On le redécouvre, on en parle dans les bars à cocktails rétro, mais pour nous, ce n'est pas une tendance, c'est un refuge. Une manière de dire que le passé ne meurt pas tant qu'on y pense. Et quand l'odeur d'orange et de vin épicé revient, c'est la voix de grand-mère qu'on entend à nouveau. Et vous, qui dans votre famille buvait du Dubonnet? Avez-vous retrouvé une vieille bouteille un jour et compris qu'elle ne contenait pas qu'un liquide mais une époque? Quand on parlait bière, personne ne discutait. Kronenbourg, c'était la bière. Pas celle des amateurs éclairés, mais celle de tous les jours, des repas sur la terrasse, des dimanches au stade, des barbecues entre voisins. Elle était là, toujours, dans le frigo, dans les bistrots, sur la table de jardin. Kronenbourg n'avait rien d'extravagant. Elle était légère, désaltérante, avec une pointe d'amertume. Le goût de la simplicité. Papa en buvait en regardant le foot, l'oncle en proposait avec le gigot, les copains en buvaient après le boulot. C'était le fond sonore de nos étés. Dans les années 70-80, Kronenbourg était partout. À la télé, sur les parasols, dans les fêtes de village, on ne la choisissait pas. Elle faisait partie du décor. Et même si on ne buvait pas, on connaissait son odeur, sa mousse, son frisson sur la lèvre. Aujourd'hui encore, elle est là, elle a survécu. Mais elle n'est plus au centre. Elle est passée derrière les IPA, les bières belges, les microbrasseries. Pourtant, chaque fois qu'on en ouvre une, un fragment de passé revient. Le grésillement du barbecue, le rire de tonton, le santé lancé entre deux histoires. Et vous, chez vous, y avait-il de la Kronenbourg au frigo? Ou dans ce petit café du coin où tout le monde se connaissait? Certaines boissons ne se buvaient jamais seules. Picon en fait partie, toujours ajouté à la bière. Un doigt ou deux de ce breuvage ambré à l'orange amer, aux herbes et à la quinine, et voilà que la blonde devenait adulte. Un goût d'homme, un goût de région, de l'Est, du Nord, de l'amitié solide.
Dans le nord de la France, en Alsace, à Nancy ou Metz, le picon-bière était presque automatique. On commandait une bière avec picon comme on commande son café, pas besoin d'expliquer. C'était le goût du quotidien. Comme l'écharpe en hiver ou la baguette sous le bras, l'odeur du picon est inoubliable. Orange séché, caramel, un fond d'amertume. Mélangé à une bière légère, il donnait un goût à la fois profond et familier. On ne buvait pas du houblon, on buvait un moment entre amis, un moment pour ralentir. Dans les années 70-80, c'était banal. Papa commandait ça sans y penser. C'était la bière des matchs, des après-midi de chantier, des couchers de soleil au bistrot du coin. Pas de pub, pas de flonflon, mais dans une main sur deux, il y avait un verre de picon-bière. Aujourd'hui, il est toujours produit, mais rare dans les bars modernes. On le retrouve parfois dans les troquets de toujours, ceux avec le bois usé et les nappes à carreaux. Et quand un client dit « avec picon », le sourire du serveur trahit la mémoire. Il s'en souvient aussi. Et vous? Vous avez déjà entendu commander un picon-bière et tout le monde dans le bar a semblé se rappeler d'un truc? Troisième semaine de novembre. Le ciel est gris, les averses froides s'installent, les gants ressortent. Et soudain, partout en France, une étincelle. Le Beaujolais nouveau est arrivé! Et tout change. Les rues s'animent, les rires fusent, le vin coule, les souvenirs aussi. L'automne devient fête. Le Beaujolais nouveau, ce n'était pas qu'un vin jeune, c'était un rituel national. Le raisin venait à peine d'être cueilli qu'on trinquait déjà. Léger, fruité, presque comme une confiture liquide. On ne le buvait pas pour le juger, on le buvait pour se retrouver, pour dire « encore une année, encore un novembre ». Dans les années 70-80, le Beaujolais était partout. On l'apportait en bidon, en bouteille sans étiquette, en secret dans un sac. On lui pardonnait tout. Son goût incertain, ses bulles parfois, ses défauts. Ce qu'il offrait, c'était la chaleur humaine. Le pain tout juste sorti du four, le fromage qui coulait, les huîtres sur les marchés. Et le Beaujolais, toujours là. Professeurs, maires, retraités, ouvriers, tous fêtaient. Il n'y avait plus de hiérarchie, seulement des verres levés. Même les enfants ressentaient la magie en regardant les adultes rire, débattre, se souvenir. Tu te rappelles celui de 78? Il était tendre comme un bonbon. Aujourd'hui, le Beaujolais nouveau arrive encore. Mais sans fanfare. Il est rangé entre deux promotions. L'esprit s'est effacé. Mais il suffit d'ouvrir une bouteille, de verser un peu, et tout revient. Les rues mouillées, les fromages, les retrouvailles. Et vous? Vous vous souvenez de votre premier verre de Beaujolais nouveau? Quand ce n'était pas un vin, mais un moment. Il y a des goûts auxquels on doit mûrir. La Suze en fait partie. Ce n'était pas une boisson pour les jeunes, ni pour les impulsifs. C'était le goût de ceux qui avaient traversé des choses, qui ne cherchaient plus le sucre facile. La gentiane, l'amertume noble, une robe dorée qui semblait née du soleil et de la racine. La Suze, c'était le compagnon des messieurs en veste de tweed et des femmes au chapeau feutré. Elle sentait les herbes, la pharmacie, les prés d'altitude. Elle se révélait lentement, gorgée après gorgée. D'abord rugueuse, puis enveloppante. Un goût de silence, de contemplation. Dans les années 70-80, la Suze était dans tous les bistrots. On la buvait nature, parfois avec de l'eau ou un trait de citron, mais le plus souvent, seule, à la table du fond, elle ne cherchait pas à plaire. Elle était là pour accompagner les pensées. Aujourd'hui, on la trouve encore, mais on la choisit moins.
Elle a été rangée dans la catégorie des vieux goûts. Pourtant, elle est toujours là pour ceux qui savent écouter. Elle ne veut pas être aimée, elle veut être respectée. Et vous? Avez-vous déjà bu une suze, seule, sans bruit, juste avec le tic-tac d'une horloge et le bruit d'un souvenir qui revient? Le Porto rouge, c'était la touche finale. Après le repas, après les rires, après les histoires, il arrivait quand tout était dit, mais que personne ne voulait partir. Un verre de Porto rouge, un morceau de fromage, et le monde tournait plus lentement. Ce n'était pas une boisson pour faire la fête, c'était une boisson pour prolonger. Son goût était rond, légèrement sucré, avec des notes de fruits secs et de bois. Il réchauffait la langue et le cœur, on le servait dans des verres bas, sur une nappe encore froissée. Il ne demandait pas de toast, il offrait juste la paix. Dans les années 70, le Porto faisait partie de la tradition. On l'achetait à l'avance, on le gardait pour les grandes occasions ou pour les petites. Il faisait partie du meuble, du dimanche, de l'hiver. Aujourd'hui, le Porto est toujours là, mais il a changé de place. Il est passé de la table à la vitrine, de l'instant à la décoration, mais son goût, lui, reste. Et il suffit d'un verre pour que tout revienne. Les rires, les voix, la tapisserie, le bruit d'une vieille chaise. Et vous? Vous souvenez-vous du Porto de votre grand-père ou du premier que vous avez goûté en cachette? Ah, le cidre doux, celui qu'on buvait chez la tante en Normandie ou en Bretagne. La maison aux volets verts, la cuisine qui sentait la pomme cuite, la pluie, le bois, et sur la table, une bouteille de cidre, fraîche, sucrée, dorée, pas en alcool, une tradition, une étreinte liquide, il pétillait légèrement, se versait dans des bols en céramique ou dans des verres anciens. Il allait avec les crêpes, les galettes, le camembert rôti. Il ne montait pas à la tête, il faisait rire, il faisait famille. Dans les années 70-80, le cidre doux était incontournable. On l'achetait à la ferme, on le ramenait dans des bouteilles étranges, souvent sans étiquette. Il variait d'une maison à l'autre, parfois acide, parfois plat, mais toujours sincère. C'était le goût de l'enfance. Aujourd'hui, le cidre fait son retour. On le trouve dans les bars branchés, dans les cocktails, dans les boutiques. Mais ce cidre-là, le vrai, le doux, celui de la cuisine de grand-mère, est plus rare. Il vit dans les souvenirs, dans le bruit de la pluie sur le toit, dans le rire des cousins. Et vous? Avez-vous déjà goûté ce cidre-là, en regardant la mer grise depuis une fenêtre embuée? Tout en haut de l'armoire, là où on rangeait les douceurs des grandes occasions, il y avait une petite bouteille violette, crème de mûre, pas pour tous les jours, pour les soirs calmes, pour les invités spéciaux, pour les confidences à voix basse. Cette liqueur sentait la confiture, la forêt, l'enfance et le chocolat noir. On la versait dans de minuscules verres, toujours avec lenteur. Parfois, on l'ajoutait à du vin blanc pour un kir maison ou au champagne pour un kir royal. Mais le plus souvent, elle se buvait seule, doucement, presque en secret. Dans les années 70-80, la crème de mûre était un luxe discret. On la faisait soi-même, ou on l'achetait au marché. C'était le parfum des femmes qui savaient attendre, qui savaient garder le silence. Elle ne se buvait pas par plaisir, elle se buvait pour se souvenir. Aujourd'hui, elle est revenue à la mode, mais trop sucrée, trop travaillée. Celle d'avant était simple, profonde, authentique. Et vous? Vous souvenez-vous de ce goût intense, mystérieux qui semblait enfermer tout un été dans une seule gorgée? Le kir est né en Bourgogne, mais très vite, toute la France l'a adopté. Simple comme bonjour, du vin blanc et un trait de crème de cassis, parfois de framboise ou de mûre.
mais toujours doux, accueillant, prêt à colorer la journée. Ce n'était pas un luxe, c'était un sourire en liquide. Le kir se servait dans de petits verres, fins et frais. Il avait le parfum de l'été. Il plaisait aux femmes, il rassurait les hommes, il mettait tout le monde à égalité. C'était une boisson de chez soi, même au bistrot. Une gorgée et tout devenait plus simple. Dans les années 70-80, il était partout. Chez le voisin, à la mairie, à la fête du village. On l'aimait léger, on le versait sans mesurer. Il ne faisait pas de bruit. Il ouvrait les cœurs. Il se buvait sur le balcon, dans la cour, dans la cuisine, encore tiède du repas. Aujourd'hui, on le redécouvre. Dans les bars, les brasseries chics, mais il reste fidèle à lui-même, modeste, heureux. Il ne demande qu'une chose, un peu de vin, un peu de cassis, un moment vrai. Et vous? Vous souvenez-vous de votre premier kir? Ou de celui que grand-mère servait en disant « Bois doucement, c'est pour l'âme ». Chez grand-mère, il y avait une armoire. En bas, les foulards et les photos. En haut, les livres. Et derrière une petite porte, ouverte seulement les jours spéciaux, se trouvait une bouteille. Haute, verte, ornée d'un médaillon doré. C'était la bénédictine. Une liqueur que l'on respectait. La bénédictine, c'est une recette tenue secrète depuis le XVIe siècle. 27 plantes et épices, du miel, de l'orange, du mystère. Son goût, complexe, profond, chaleureux, comme une page d'un vieux carnet, comme une confidence qui ne se dit qu'une fois. Dans les années 70-80, cette bouteille faisait partie du décor. On ne la touchait pas. Elle attendait une naissance, un anniversaire, une visite rare. Elle était là pour signer le moment. On la versait dans un petit verre, on la portait lentement aux lèvres, et le silence se faisait. Aujourd'hui, elle existe encore. Rare, précieuse, respectée, elle est belle sur l'étagère. Mais elle fut faite pour être bue, partagée, transmise, car chaque gorgée porte le souvenir de ceux qui l'ont goûté avant nous. Et vous, avez-vous déjà tenu cette bouteille entre vos mains, sentant qu'elle contenait plus qu'une liqueur, une mémoire? Dans une maison normande, avec des tableaux de bateaux au mur et une odeur de bois humide, le Calvados était un rite, pas un caprice, pas une tendance. Il sortait du cellier dans sa caisse gravée. On le servait après tout. Après le plat, après la discussion, après la pluie, c'était la dernière note, celle qui reste. Le vieux Calvados, c'est un brandy de pomme, vieilli lentement, devenu brun, presque tannique. Il sentait la terre, la cave, les feuilles mortes. Il ne montait pas à la tête, il montait à l'âme. On le buvait en regardant le feu, ou la mer grise, ou juste le silence. Dans les années 70-80, il était la fierté des anciens. On le servait dans un verre épais, parfois un bol. Il accompagnait les soirées sans bruit, les souvenirs sans amertume. Il ne faisait pas le malin. Il restait fort, présent, fidèle. Aujourd'hui, le Calvados se vend en coffret. Il brille en vitrine. Mais celui d'avant, celui qui sentait la vraie pomme, le linge frais et la moustache de papy, il est plus rare. Il vit dans les histoires, dans les regards, dans les petits gestes. Et vous, vous souvenez-vous d'un verre de Calvados que l'on vous a tendu comme un secret? La gentiane n'était pas une boisson de hasard. On ne tombait pas dessus par erreur, on la cherchait. Et quand on la trouvait, on s'en souvenait. Son goût, amer, franc, sauvage, son odeur, la mousse, la roche, l'altitude, sa couleur. Un or qui semblait tiré du sol. Dans les années 60-70, on la buvait dans les montagnes. Les guides, les bergers, les médecins de campagne. Elle trônait dans les maisons
au volet bleu, sur les étagères qui sentaient la cire. On en versait peu, mais ce peu suffisait à faire revivre la terre. Elle ne cherchait pas à plaire, elle disait la vérité, sa vérité. Elle n'était ni douce, ni spectaculaire, elle était juste. Et dans chaque gorgée, on retrouvait un peu de silence, de marche, de grand air. Aujourd'hui, la gentiane existe encore, rare, noble et toujours fidèle à ce qu'elle a été. Ceux qui l'ont goûté sur un banc de bois face aux montagnes savent que son goût ne quitte jamais. Et vous, avez-vous déjà bu une gentiane, le regard perdu dans les nuages, sans dire un mot juste pour être là? Certaines boissons ne se boivent pas, elles s'admirent. On ne les sert pas au hasard. On les ouvre avec respect. La chartreuse est de celle-là. Dans sa bouteille verte à l'étiquette austère, elle cache une histoire séculaire, un goût d'herbe, de silence et de feu sacré. Créée en 1737 par les moines chartreux, elle n'a jamais été une boisson du quotidien. On la sortait pour marquer une amitié, un moment, un retour. Son goût dense, huileux, riche, était un voyage intérieur. D'abord des herbes, puis l'amertume, enfin une douceur étrange, profonde. Dans les années 70-80, elle trônait dans les maisons sérieuses. On ne la montrait pas. Elle attendait son moment. Et quand il arrivait, on la versait dans un verre minuscule qu'on portait aux lèvres sans hâte. Elle ne se buvait pas, elle s'écoutait. Elle accompagnait la parole vraie ou le silence pur. Aujourd'hui, la chartreuse existe toujours. Toujours produite par les moines, toujours en petite quantité. Elle n'a pas changé. C'est nous qui avons oublié comment on la recevait. Elle ne veut pas séduire, elle veut rester fidèle. Et chaque gorgée est un rappel, certaines choses méritent d'être préservées. Et vous? Avez-vous déjà goûté à cette chartreuse verte? Lentement, en sentant son feu monter doucement dans la poitrine? 33 Export, ce n'était pas une bière comme les autres. C'était celle des jeunes, des soirées, des rires sur les marches d'un immeuble. Elle n'était pas familiale. Elle était libre, rebelle, moderne. Dans les années 70-80, elle était sur toutes les lèvres. Ses affiches dans les rues, sa bouteille reconnaissable, son goût légèrement sec et affirmé, c'était la bière des balades en mobilette, des parties de baby-foot, des premières nuits blanches. Elle représentait le départ, l'élan, l'envie. Elle ne se buvait pas à table, elle se buvait debout, en riant, en débattant, elle se partageait, parfois même volée au frigo. Elle était le goût d'un Paris-Rock, d'un Marseille qui ne dort jamais, d'une jeunesse qui veut tout. Aujourd'hui, elle a presque disparu. Elle vit dans les souvenirs de ceux qui avaient 20 ans quand la France croyait encore au progrès. Elle n'est plus dans les rayons, mais elle est dans les regards. Quand quelqu'un dit « Tu te rappelles la 33 Export », tout le monde sourit. Et vous, l'avez-vous bu sur un banc au bord d'un canal en vous sentant adulte pour la première fois? Et pour finir, Mumm. Pas n'importe quel champagne, celui des grandes heures, celui qu'on n'ouvrait pas à la légère. Un bruit de bouchon et la fête commençait. Il suffisait de ce son pour que les cœurs battent plus fort. Le Mumm était là au mariage, aux naissances, aux réveillons, mais aussi parfois sans raison. Juste parce qu'on était ensemble, il faisait partie des instants vrais, des éclats de rire, des promesses chuchotées, des photos Polaroid. Dans les années 70-80, on ne buvait pas du Mumm pour briller. On le buvait pour marquer. Il n'était pas luxueux, il était juste et bon, ses bulles fines, son goût fruité, sa fraîcheur. Il annonçait un moment à garder. Aujourd'hui, on le trouve encore. Mais il est devenu un objet, une image,
alors qu'il était une émotion, une mémoire, une chaleur dans un hiver froid, une main serrée, un baiser. Et vous? Avez-vous déjà entendu ce pop et senti que la vie était belle là maintenant, autour d'un verre de moum? Et voilà, verre après verre, nous avons retrouvé cette France où les goûts avaient du sens et les instants du cœur. Chaque boisson racontait une époque, une famille, un dimanche. Merci d'avoir marché dans ces souvenirs avec nous. Les sujets ne manquent pas. Et vous, avez-vous des goûts à raconter? Écrivez-nous en commentaire. Et si vous avez aimé, laissez un petit cœur pour qu'on sache que ce voyage vous parle.